Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de revenir à vous ce soir pour ce énième numéro de votre émission Ça se dit, comme tout le mardi. À partir de 20h15, vous avez pris cette habitude de rester devant vos petits écrans pour suivre avec passion cette émission. Ce soir, c'est un réel plaisir, comme je le disais, de recevoir quelqu'un de bien, le professeur Banzama Lalé. Il est député provincial et cadre du FCC. Avec lui, nous allons parler de toutes les questions que vous nous avez laissées par rapport justement à l'Assemblée provinciale. On va également essayer d'aborder quelques questions qui ont trait au FCC, cette plateforme qui réunit plusieurs partis politiques justement de la majorité aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, monsieur David. Vous allez bien? Très bien. Vos électeurs veulent être sûrs et certains que vous allez répondre à toutes leurs questions en ne disant la vérité, rien que la vérité. D'abord, je les remercie pour cette détermination. Vous pouvez leur garantir la vérité, s'il vous plaît. Je suis un responsable. Alors, c'est quoi aujourd'hui le rôle d'un député? On peut justement avoir ça. Le rôle d'un député est de plus en plus dénaturé par une présentation édulcorée des gens qui donnent aux députés une mission de l'exécutif. Un député, c'est une sorte de voie de transmission entre le souverain primaire et l'exécutif par rapport, un, à la préoccupation du premier, c'est-à-dire le souverain primaire, et deux, au devoir pour l'exécutif de répondre aux besoins de la population, le souverain primaire donc. Le député n'est pas celui qui doit construire les ponts. Le député, ce n'est pas celui qui doit offrir la farine. Le député n'est pas celui qui doit acheter, qui doit. S'il a les moyens tout à fait particuliers qui sont élastiques, on ne l'empêche pas de procéder par des œuvres philanthropiques, humanitaires. Mais ça ne doit pas être intégré dans la logique du schéma politique d'un député. Malheureusement, chacun des candidats qui veut être député, il promet à la population, je fais. Au contraire, il faut que la population le sache. Ces gens-là sont des farceurs et des menteurs, parce que personne ne peut recevoir l'amélioration des conditions de sa vie par le fait de la participation matérielle du député. Il est tellement limité, le député est tellement limité qu'il n'est pas capable de répondre aux besoins de la paix de la population, de la sécurité de la population, même de l'amélioration des conditions de vie de celle-ci. Ça, c'est l'État. Et l'État agit par l'exécutif. Ce n'est pas pour rien qu'on dit le pouvoir exécutif. Après les élections de 2018, est-ce que vous avez eu le temps de visiter vos électeurs pour savoir leurs difficultés et tout? Il semble que vous n'êtes plus passé voir vos électeurs. J'ai le malheur de ne pas être établi à Lubumbashi. Moi, je suis établi à Kinshasa. Ma famille est établie à Kinshasa. Mes activités professionnelles, notamment celles d'avocat et de professeur d'université, je les fais ici. C'est ce qui me fait attacher à une base bien déterminée. Mon intelligence en tant que professeur, en tant que scientifique et chercheur, n'exige pas que je puisse savoir qu'est-ce que la population veut à l'état actuel des choses. Il ne faut pas demander à la population qu'est-ce qu'elle cherche. On observe. Soi-même, en tant que député, on est dans une situation critique, a fortiori le souverain primaire que nous représentons. Donc, si nous devons simplement prendre notre propre température, il est évident que l'on peut supposer notre situation sur celle du souverain primaire pour évaluer et comprendre que le travail à faire ne mérite pas de recherches approfondies. Donc, après les élections de 2018, vous n'êtes plus passé les voir, vous imaginez leur souffrance. Ils sont où? Ceux qui vous ont élus. Oui. Ils sont où? Dans la ville de Lubumbashi. Je vis dans la ville de Lubumbashi. Je vais les rencontrer où? Sur toute la route où je passe, je trouve la misère de la population.
c'est-à-dire de mes électeurs. Je vois, je l'appréhende. Ils ne sont pas dans une maison, je vais les rencontrer en train de m'attendre. Tout celui qui a voté pour moi, tout celui qui n'a pas voté pour moi, dès lors qu'il se trouve être à Lubumbashi, il est mon électeur. Dès lors qu'il est mon électeur, mais je suis en train de lire, je l'ai dit, j'ai la capacité intellectuelle qui me permet d'évaluer très facilement les conditions de vie dans lesquelles se trouve aujourd'hui, comme hier, mon électeur. D'où j'ai le devoir de faire beaucoup d'efforts intellectuels pour savoir maintenant comment est-ce qu'on doit lutter pour que la misère s'éloigne de nous, l'insécurité s'éloigne de nous. Il y a des mécanismes appropriés qu'il faut utiliser par un député. Lors des élections du gouverneur de la province, nous avons constaté tous les députés, surtout du FCC, ils étaient presque surveillés pour porter leur choix sur l'actuel gouverneur. Est-ce qu'il y a une certaine pression sur vous, les députés provinciaux, pour agir? Non, comme tous les députés d'ailleurs, nous avons le devoir d'être indépendants. Ça c'est indépendant ne serait-ce que d'esprit. Dès lors que vous acceptez d'être dans une équipe, dans une famille politique bien identifiée et identifiable par rapport au devoir politique que vous devez assumer, vous devez vous comporter en bon père de famille. Mais si on trouve qu'il y a des farfelus, il y a des mesquins, il y a des méchants, il y a des malhonnêtes, mais la surveillance, c'est l'un des moyens que l'on peut utiliser pour que la discipline du groupe politique... Et il fallait vous surveiller comme des petits enfants comme ça pour juste le choix. Donc, vous n'aspirez pas confiance. Cette surveillance-là, si vous en dites, moi je trouve que ce que moi j'ai subi, elle est même insuffisante. Elle devait être plus grande que celle-là pour m'obliger à ne pas déraper par rapport au devoir politique que j'ai. La consolidation de ma famille politique, c'est pour que nous arrivions à conquérir le pouvoir, on l'a fait. Donc s'il y a eu surveillance, cette surveillance était bienvenue. Il ne faut même pas regretter pour ça. Vous voyez, nous sommes à un âge où il y a les gens qui confondent la tribu et la politique, les amitiés et la politique, tous les autres sentiments et la politique. Mais dès lors que vous venez faire la politique dans une famille politique, il y a la discipline de votre regroupement, la discipline politique que vous devez appliquer. Les gens vous accusent, surtout vous les députés de la majorité présidentielle. Vous êtes devenus dans une sorte d'idolâtrie. Tellement vous vous rabaissez au point où vous élevez tellement vos supérieurs au point de le craindre comme des dieux. Ça se dit. Et du coup, vos électeurs ne savent plus se revoir en vous. Merci beaucoup. Ça me met très bien à l'aise cette question. Moi-même, j'étais candidat, gouverneur. J'ai introduit, déposé ma candidature comme telle. On a checké, je n'ai pas rempli les conditions requises pour que cette candidature soit retenue au niveau de la grande famille politique. Je suis docteur en droit, s'il vous plaît. Je suis professeur d'université. Avec mon âge, je pense, suffisamment répondant par rapport à cette préoccupation. Face à Jacques Kiaboula, compte tenu de son âge et du mien, compte tenu de son expérience et de la mienne, je pense que j'ai rempli aussi d'autres critères. Mais il y a des points que moi, je n'ai pas remplis. Par exemple? Et lui, non, enfin, quand on a checké, on a trouvé que non, il faut prendre Jacques Kiaboula. C'est un garçon qui a beaucoup de valeurs, monsieur. On vous accuse d'avoir été corrompu pour porter le choix sur lui avant même que sa candidature ne soit amenée au niveau de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup. Cette corruption-là, c'est que ça donnait un peu de moyens. Pourquoi on en a donné à d'autres et à moi, on n'a rien donné, on m'a simplement dit qu'il faut choisir Jacques. Parce que vous aviez toutes les qualités, mais vous-même, vous venez de nous rassurer ici que votre candidature a été mise de côté. C'était après avoir reçu le billet, vous avez décidé de retirer votre candidature. Là, les billets, il y a longtemps que ma vie pouvait changer. Moi, j'ai un train de vie qui est standard. Le fait d'être député provincial aujourd'hui ajoute certes quelque chose, mais pas de manière substantielle. Donc, si il y avait une corruption, peut-être celle-là pouvait me permettre d'acheter un train
d'acheter un avion. Mais je ne pense pas que cela ait été le cas. Qui peut corrompre qui? Il y a des gens que l'on peut corrompre, mais pas moi. J'ai une très forte personnalité qui me pousse à faire ce dont je suis convaincu seulement. Si j'avais cédé en retirant ma candidature en faveur de celle de Jacques Kiaboula, c'est parce que nous sommes dans une famille politique. Croyez-vous que je suis passé député grâce à mes voix simplement? Il y a la combinaison politique mathématiquement établie qui est fait que moi, je puisse aussi être retenu. Donc, je dois être discipliné. Les gens qui nous suivent, les Katangais ou les Louchois en général, disent que finalement les députés provinciaux sont presque dans la poche de l'exécutif provincial. Vous êtes conscient de cela? Enfin, parce qu'ils le disent, ils en ont les preuves. Moi, je n'en ai pas encore vécu de manière probatoire, hein, pour me dire que non, on est dans la poche du gouverneur. Moi, je ne connais même pas où est-ce qu'il vit, où se trouve sa maison. Je le contacte suffisamment le moins possible. Je n'ai que foutre avec ce qu'il est en tant que gouverneur, mais j'ai tout à lui devoir en tant que membre politique de notre famille politique. Face à l'insécurité qui sévit à Lubumbashi, vous devriez être, en tant que député, du côté de l'exécutif ou du côté du peuple qui est marginalisé? Face à l'insécurité que nous vivons dans la ville de Lubumbashi, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Mais ce n'est pas le cas avec vous. Ce n'est pas le cas parce que les gens connaissent comment est-ce que je vis, comment est-ce que mon cœur ne souffre pas quand il y a des insécurités. Donc il y a des gens comme ça qui pensent. Moi je suis un humanitaire, hein. Je suis très humain. Pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas faire subir quelqu'un le sort qu'il ne mérite pas. Je suis parmi les rares des gens qui puissent être attentifs sur le sort des autres. Mais dans le cas d'espèce, il ne suffit pas de constater, commencer à pleurer. Il faut réfléchir pour connaître quelles en sont les causes exactes. C'est ce qui fait que vous puissiez plus défendre l'exécutif au détriment? Non, par rapport à l'insécurité. Qu'est-ce que j'ai déjà situé, moi j'ai fait des études. À quel niveau Jacques Kiaboula est responsable en tant que gouverneur de province? Il est responsable à une dimension bien déterminée, technique. Parce qu'il doit doter les services de l'État. Les doter des moyens. L'objectif n'est pas de l'accuser parce qu'il a tout un gouvernement. Ce n'est pas à lui seul que doit revenir la responsabilité. Non, quand j'ai cité Kiaboula, c'est le gouvernement. Voilà. Le gouvernement Kiaboula. Kiaboula en tant que gouvernement, pas en tant que gouverneur ou individu. Mais Kiaboula en tant que gouvernement. Il doit tout faire pour doter les services de sécurité de l'État, notamment la police, l'armée, l'ANER, la DGM, les doter des moyens matériels suffisants pour que la sécurité soit assurée. Mais on vous a suivi autrefois, vous étiez en train de trop les défendre, qu'il avait tout mis en place. Et finalement, les gens ne voulaient plus, hein, vos électeurs principalement, parce que vous êtes député, ne voulaient plus se voir en vous, parce que vous aviez presque oublié qu'il y a eu des gens violés, tués, des gens qui ont perdu des vies, et vous étiez en train, beaucoup plus au lieu de consoler le peuple, vous étiez en train de défendre le gouvernement. Non, c'est comme si défendre celui qui mérite d'être défendu, c'est un péché. Donc il faut condamner un innocent, ça ferait plaisir. Là, c'est avoir la joie de manière injuste. Nous disons ceci, il faut bien serrer cette question et savoir exactement qu'est-ce qu'un député peut faire. Nous avons mené des enquêtes. Notre préoccupation était de voir Jacques Kiaboula exécuter ses obligations. Ce que les gens ne comprennent pas et n'ont pas encore compris, c'est le fait que Jacques Kiaboula n'a plus la police sous son autorité. La police, c'est un service technique qui dépend de Kinshasa. Il en est autant de l'ANER, il en est autant de la DGM, il en est autant de l'armée. Jacques Kiaboula ne mettra plus en place ici une autorité de la police. Non. Il ne pourra même pas la convoquer pour essayer de lui donner, de le suspendre, sous réserve d'obtenir l'autorisation de Kinshasa. Et c'est Kinshasa qui va agir. Pas lui. Donc ici,
il ne doit pas quitter sa chambre pour se retrouver au front la nuit en train d'assurer la sécurité sur toute la ville. Vous dites que ce qui est à la base de l'insécurité, c'est le chômage. Pensez-vous que le chômage a seulement commencé avec l'actuel gouvernement provincial? Non, c'est depuis le chômage, on ne s'en était pas rendu compte. Le chômage dans le Katanga a été accusé à s'accroître progressivement à partir du 17 juin 1960. Mais là, il n'y avait pas assez d'insécurité. Pas question d'insécurité parce que là, on a arrêté toute la stratégie économique du Katanga, qui avait les mines, qui portait sur les mines, le transport, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ce qui nous a permis de fonctionner jusque vers les années 80. L'économie était en train de s'arrêter progressivement et ça s'est arrêté manifestement par un discours prononcé par le maréchal Mobutu le 24 avril 1990, quand on liquide littéralement le MPR parti État. Et depuis, nous sommes entrés dans une zone de crise. Les crises qui sont consécutives à l'arrêt total du moteur ou des moteurs de l'économie de la province. Et c'est quoi le lien avec le chômage et l'insécurité que vous êtes en train d'évoquer? Je l'ai expliqué suffisamment pour dire ceci. Dès que vous êtes chômeur, alors que chaque jour vous devez manger, or vous n'avez pas de quoi manger, mais vous allez chercher à cultiver les moyens occultes, les moyens obscurs, les moyens philistins pour réaliser et pour répondre à vos besoins. Conséquence, ventre affamé, point d'oreille, vous pouvez entrer dans une maison de quelqu'un pour aller le vandaliser. C'est ce que ça représente. Et aujourd'hui, quand vous faites le bilan du travail que fait le député provincial, vous ne voyez pas que vous avez failli à votre mission? Il ne faut pas que je m'auto-cote. Moi, à mon niveau, je pense que le travail se fait avec une valeur considérable. Parce que ce que vous attendez de moi, c'est peut-être que je me mette là-bas en train d'insulter les gens de l'exécutif. Non, bien au contraire. Cette province, c'est la seule province où il y a la paix. Il y a la paix, il y a la stabilité de l'ordre institutionnel. On n'a pas encore vécu une crise entre l'exécutif, le législatif et aussi le judiciaire notamment. Pourquoi? Parce que le député fait son travail. C'est ce que l'on attendait de lui. Mais dès lors que nous sommes très stables, différemment de ce que nous entendons à la télévision, le gouverneur, une motion, le gouverneur, une motion, le gouverneur destitué. Or, ça vous replonge dans des crises d'inimitié incalculables. Autrefois, il y a eu une motion contre le maire de la ville. Oui. Et quelques mois après, le maire ne s'était même pas présenté. Une fois, il est venu se présenter, puis il s'est excusé pour revenir plus tard. Il semble que le maire n'est jamais revenu. Et puis, du coup, les députés provinciaux, surtout du FCC, ont opté de mettre de côté cette motion parce que vous aviez reçu dans le noir de billets verts. Merci beaucoup. Je ne pense pas ce que le maire peut avoir pour donner à certaines personnes. Malgré sa qualité de maire par rapport aux vies de certains députés, je crois qu'on ne l'envie pas. Et je ne le vois pas avoir l'argent pour corrompre. Moi, personnellement, je ne l'envie pas. Et je ne vois pas qu'il aura un jour le toupet pour venir me corrompre. Ça, je vous le dis le plus sincèrement possible. Ça, c'est un. Deux, il n'y a que vous qui ne connaissez pas avant l'entrée, avant les vacances judiciaires. On a entendu le maire sur toutes les questions de fond et de forme qui lui étaient adressées. Il s'est expliqué suffisamment et on a trouvé qu'il n'y avait pas des points essentiels susceptibles d'ouvrir une quelconque procédure de sa destitution. Donc je vous informe que le maire est passé devant la plénière et il s'est expliqué. Moi je n'étais pas présent parce que j'étais indisposé, j'étais malade dans ce temps-là, mais les collègues l'ont reçu et l'ont châtié systématiquement. Donc ce qui se raconte est que la population soit aussi informée. Je pense que c'est le problème de délestage. Comme il n'y a pas de courant tout le temps, les gens n'ont pas su quand est-ce que la plénière a fonctionné pour interpeller le maire. Ça, c'est de deux. De trois, défendre le maire par FCC. C'est ça mon devoir de député. Même si il ne fait rien d'intéressant. Non, enfin, je vous dis ceci, c'est d'abord ça, mon devoir de député. Nous avons conquis le pouvoir pour être à la tête de cette ville.
Mais comment est-ce que nous allons exposer notre candidat, notre membre à des combats stériles? Le maire aujourd'hui, on le reproche de beaucoup de choses. Marché pirate, il y a la saleté dans la ville. C'est des choses, quand vous faites des analyses systématiques, ça ne relève plus des moyens du maire. Parce que tous les chômeurs ont compris qu'il faut venir envoyer les femmes dans la ville pour faire le marché. Le maire est limité. Quels sont les moyens qu'il a pour chasser les marchés pirates et donner à tous les marchands, chacun donc, une activité qui puisse lui permettre de se débarrasser de l'activité qui lui permet de vendre des arachides et des maniocs. Le maire, il est littéralement limité. Le gouverneur n'a pas le pouvoir d'aller conclure des conventions ou des contrats avec des grandes sociétés multinationales du monde. Ça, c'est au niveau national. Nous sommes habitués, lorsqu'il y a des marches des amis du FCC, il y a toujours eu des gens qui rentrent de toutes ces marches-là avec des billets de 5 000 francs. Je pense que ce n'est pas le cas à Kinshasa, la marche qu'on a vue. Merci beaucoup. Si c'est le cas, tant mieux. Parce qu'au moins les gens ne marchent pas inutilement, ils auront quelque chose. Mais tel que vous avez vu les masses qui se sont... Contrairement à ce qu'on a vu de l'UDPS, oui. Le peuple est rentré tel que parti. Oui, merci beaucoup. Si nous avons vu les masses qui se sont manifestées hier à Kinshasa, c'est avec combien d'argent? C'est que les banques ont bougé. On a donné combien à chacun? Aujourd'hui, avec $100, on peut partager des billets de 5 000 à plus de 40 000 personnes. 40 oui, personnes. Merci beaucoup. Qu'il en soit ainsi, c'est l'argent qui vient de qui? De l'État? Du FCC qui a déjà tout... Merci beaucoup, c'est ça le capital politique. Il ne faut pas avoir honte de dire, c'est ça, ce sont les attributs de la puissance, ce sont les attributs de la grandeur. Et quand vous êtes avec les militants ou les combattants à qui vous ne donnez rien, c'est pourquoi la plupart se transforment en bandits la nuit et la nuit, le jour. Mais si nous, on prend soin de bien gérer nos militants, moi je suis ici, j'ai disponibilisé de quelque chose pour que ceux que j'ai désignés, que je considère comme responsables à Kinshasa, qu'ils aient un moyen de locomotion signé Banzamalale. Moi, j'ai envoyé. C'est parti hier. Pour leur donner, cet argent n'est pas venu de la caisse. C'est de quelqu'un. C'est de mon argent que j'ai envoyé. Pourquoi? Parce que je crois dans FCC. Et je pense que FCC participera à la conjugaison de ma grandeur. Ce n'est pas une façon de corrompre la population. Merci beaucoup. Si c'est ça la façon de corrompre la population, il faut définir le concept de corruption. C'est quoi? Corrompre quelqu'un, c'est arriver à lui faire faire, à lui faire dire ce qu'il ne voulait pas ou ce qu'il ne pouvait pas faire. Mais ici, ce sont des gens qui sont mes militants en moi. Je les gère jalousement pour que partout où ils vont se trouver, le lendemain, qu'ils ne puissent pas me fuir, qu'ils comprennent que malgré nos maigres moyens, nous sommes bien gérés par notre parti politique. Je n'en souffre pas. Je n'en souffre pas. Ils ne viennent pas pour chanter pour un Dieu tout-puissant. Non. Ils viennent pour leur sort. Ils ont déjà accepté d'être avec moi. Je suis un bon berger appelé à bien gérer ma base. La corruption, c'est un aspect négatif du comportement de quelqu'un pour essayer de gérer ceux qui sont sous sa charge. J'ai envoyé de l'argent à mes militants, à moi, pour qu'ils partent avec des consignes précises. N'allez pas faire ceci, n'allez pas faire ceci. En quoi c'est mauvais? On vous a retiré le pouvoir. Parlons du FCC ou des responsables. Oui. N'est-ce pas, ou les cadres du FCC qui sont en province, on vous a retiré le pouvoir. Il semble que les gens disent que vous voulez retirer la province du Katanga, du Haut-Katanga, de la République démocratique du Congo, parce que vous ne voyez plus vos intérêts au niveau national. FCC, c'est une structure politique nationale. FCC se trouve partout sur toute l'étendue de la République. Entre autres aussi ici au Katanga. Mais la puissance est venue du Katanga. Comment? La tête même. Joseph Kabila? Oui. Tant mieux. Si Joseph Kabila est à la tête de FCC, je pense qu'il a compris que pour être grand, avec la taille qu'il a aujourd'hui,
c'est la conjugaison de tout le monde. Et les gens disent que vous voulez vous retirer de la RDC. C'est ça que la question que les gens se posent. Nous allons mener les enquêtes pour en savoir plus. Vous n'êtes pas au courant. Mais ce que je sais et que je sens de temps en temps, les Katangais, depuis toujours, ont toujours considéré qu'il faut séparer le Katanga des autres provinces de la République. C'est une démarche politique qui trouve son point de départ dans les discours des 60. Et les Katangais pensent qu'ils participent beaucoup à la consolidation de la puissance nationale du Congo, mais ce qu'on lui donne en contrepartie ne se fait pas sentir. Un Katangais à Kinshasa doit être considéré comme un Katangais à Kinshasa. Aujourd'hui, essayez de voir dans toutes les structures politiques, dans toutes les structures administratives, et militaires, même de sécurité, le Katangais est amenuisé et pourtant la participation au budget national du Katanga, si pas du Katangais, est plus pondérée que celle de toutes les autres provinces. C'est ainsi que, encore jeune garçon, M. Moïse Tchombe, il quitte, il se représente à Kinshasa et cette fois-là, on le désigne comme Premier ministre. Voilà la raison. C'est des gens, on doit être pondéré dans la gestion du pays. Même quand nous parlons du régime Joseph Kabila, combien de sang le Katanga n'a pas versé? Combien de fils du Katanga n'ont pas lutté pour que l'on puisse chasser le régime de Mobutu? Et ça exigeait en contrepartie, et à juste titre, que nous ayons un président de la République. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et les gens sont en train de rêver. Ce n'est plus le cas. Alors que le Katanga doit se battre tous les jours quand il y a un fils katangais qui est dans la compétition pour le pouvoir d'obtenir le bénéfice du soutien de tout le monde. C'est le Katangais qui combat le Katangais. Voilà. Les gens disent que vous êtes aujourd'hui en train de regretter de cette décision que vous aviez vous-même opté autrefois de subdiviser le Katanga. Aujourd'hui que vous n'avez plus le pouvoir, vous vous mordez les dents parce qu'il fallait que vous puissiez avoir votre grand Katanga pour bien vous retirer. Aujourd'hui... Oui, les malins disent, enfin les intelligents, les sages disent, une erreur peut être humaine. Hein? Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Oui, mais il ne faut pas persister dans une erreur. Même si une erreur, il y en a. Mais dans le cas d'espèce, qu'est-ce que nous considérons? Nous considérons que le Katanga a été subdivisé en petites provincettes. C'est d'abord l'exécution de l'esprit et de la lettre de la Constitution qui est le résultat du référendum, donc de tous les citoyens congolais appelés à voter pour cette Constitution-là. Ne pas l'appliquer, c'était de laisser une Constitution sans être respectée par ceux qui sont au pouvoir. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a lieu d'y revenir pour penser les plaies et refaire les choses dans des conditions où... Vous pensez qu'il vaut la peine de réunir les 4 provinces? L'union faisant toujours la force, pour autant que c'est nécessaire, la force est toujours utile. Les gens disent que vous êtes dans des démarches pour lier ou pour faire réconcilier M. Moïse Katumbi et M. Joseph Kabila. Ça se dit déjà dans la société. Merci beaucoup. Cette idée, nous la soutenons, pour autant qu'elle puisse déboucher sur un résultat. Moïse Katumbi et Joseph Kabila sont restés pendant plus ou moins, si pas près de 10 ans ensemble. Qu'est-ce qui les a séparés? Il faut connaître les causes. Est-ce que Joseph Kabila l'avait insulté? Est-ce que Moïse Kabila s'était méconduit? Point d'interrogation. Il ne faut pas parler des choses qui parlent là, par là. Il faut que celui qui a commis une faute puisse faire le mea culpa. Parce que Joseph Kabila n'avait pas confiance en Moïse, il ne le laissait pas à la tête de cette province pendant une période aussi longue que celle-là. C'est l'unique des provinces où on a trouvé un gouverneur qui a géré le moment le plus mielleux de la province, sur le plan économique et financier. Et que Joseph Kabila lui ait donné cette foi, cette confiance, je crois qu'il y avait quelque chose. Nous devons découvrir le mal. Ici, je pense, Joseph Kabila à la tête de la province, à la tête de l'État, Moïse Katumbi à la tête de la province, il a peut-être trouvé
que ce n'était plus suffisant et il a cultivé des ambitions pour devenir président de la République. Mais quelque part, il y a à dire et à redire. À celui qui a les oreilles, Qu'il entende. Ouais. En quoi peut consister l'intérêt de réconcilier les deux têtes? Non, ce ne sont pas des têtes. Pourquoi? Quel est l'intérêt de mettre les enfants d'une même maison ensemble? C'est ça la société. Il n'y a pas de sociologie dans le monde qui ne puisse pas accepter que les enfants des mêmes couples, des mêmes auteurs se mettent ensemble. Quand vous vous mettez ensemble, chacun va apporter de ce qu'il a en lui comme aptitude à la consolidation de la famille. Moi, je crois que ceux qui vont combattre cette idée, ils sont tout simplement, comme le disait Kayeka Zembe, j'ai suivi à la télévision, ce sont des démons, les démons de la division. C'est quand on vous divise que l'on vous affaiblit. Les gens ne comprennent pas que dans cette division-là, il y a eu l'affaiblissement manifeste du Katanga. Aujourd'hui, n'importe qui est en train de vous mettre le doigt dans l'œil et demain, ce sera même dans la bouche. Professeur, honorable député, les gens disent également dans la société une probable arrestation de M. Joseph Kabila. Vous êtes au courant? Oui, parce que vous dites que ça se dit, analysons, parce que vous êtes pratiquement un cancrelat dans la poubelle, c'est-à-dire la poubelle étant la société. Pour entrer dans la société ou dans la poubelle, il faut être effectivement cancrelat. C'est ça votre qualité, de fouiner. Si ça se dit, mais si Joseph Kabila est délinquant, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'arrêter? Il mérite, comme tout autre délinquant, l'arrestation. Mais qu'on dise quels sont les faits à mettre à sa charge pour qu'il soit arrêté. On ne peut pas l'arrêter pour avoir dirigé le pays. Un monsieur qui a dirigé le pays en des périodes aussi difficiles que ceux qui ont conduit l'État jusqu'à la porte de sa balkanisation. Joseph Kabila a lutté pour l'unification de ce pays. L'unification de la nation en utilisant la formule de 1+4. Il s'y était soumis. Joseph Kabila a payé, a liquidé la dette qu'il a acquise de la gestion de Mobutu, de 14 milliards de dollars. Joseph Kabila mérite la prison. Joseph Kabila a finalement fait un coup d'État, même contre les politiciens en général. En prenant le pouvoir qui s'est divisé, qui se gérait entre les politiciens pour le remettre au souverain primaire. Désormais, pour avoir le pouvoir, il faut passer par les urnes où se trouve le grand patron, c'est-à-dire le souverain primaire. Joseph Kabila mérite la prison. Quels sont les faits criminels qui méritent que lui soit arrêté? Laisse tomber, ça ce sont des pamphlets, du chantage. Il n'y a personne qui militera pour et qui tentera de réussir à arrêter Joseph Kabila parce qu'ils n'ont pas de griefs. Nous voyageons dans des grands salons du monde où on trouve le nom de Joseph Kabila écrit en termes emblématiques. Parce que nulle part dans la communauté de puissance, on pouvait croire que le Congo allait survivre après la transition. La démarche était la balkanisation. Mais le petit Joseph Kabila s'est interposé contre la communauté de puissance pour dire non à la balkanisation, oui à l'intégrité territoriale du Congo, oui à l'intégrité politique nationale du Congo. Et celui-là mérite la pendaison. Voilà un peu comment est-ce que les gens... J'entends, comme vous aussi, une certaine tendance. Les gens imaginent que ça sera l'occasion finalement de dissoudre cette majorité. On s'en fout, qu'elle soit dissoute, mais elle va être dissoute par un mécanisme judiciaire ou quoi? Moi ici, je suis l'un des piliers en tant que parti politique, même un faible pilier de cette majorité. Parce que je suis élu, vous me voyez moi venir commencer à couper mes propres jambes. Non, ça ne se fera pas. Il n'y a pas. On a démontré hier que nous sommes solides, effectivement solides, contrairement au chantage qu'une certaine tendance de l'opposition a voulu présenter. FCC, si vous n'êtes pas avec FCC aujourd'hui, rassurez-vous, vous êtes dans des sectes politiques. Et votre avenir, c'est de rester toujours dans la minorité. Vous êtes solide, mais vous avez... vous êtes éloigné du dossier de M. Tunda, le ministre de la Justice. Vous l'avez finalement laissé, alors que vous êtes solide. Vous avez abandonné. Pas. Nous avons une discipline. Chez nous, quand on vous donne un argument, si celui-ci est massue
vous devez savoir ce que ça peut faire. Le discours qui a été développé à charge de Tunda, c'est le même qui a été développé à charge de Kazembe. Lancé comme tel et lavé par la Cour contre la Cour suprême de justice, Kazembe n'est plus revenu tout simplement pour des raisons de motifs politiques parce que notre famille était déjà entachée d'une couleur telle que Kazembe aurait dû. Or, le pauvre était innocent. Mais politiquement, on avait jugé de l'opportunité de ne plus l'impliquer dans les choses. Mais aujourd'hui, il est un acteur politique libre et indépendant par rapport à toutes ces accusations, mais au sein du FCC. Est-ce qu'avant de faire de déclarations politiques, vous consultez le Yémei, pour terminer? Joseph Kabila. Le Yémei. Yémei, c'est qui? C'est lui-même. Oui, c'est ce que M. Tunda a dit. Non, enfin, ce sont des sobriquets qui n'ont pas de place dans la bouche de tout le monde. Moi, je pense que Joseph Kabila, il a réussi à créer un leadership effectif, solide autour de lui. Pour preuve, la marche d'hier allait marcher qu'il n'y ait pas de casse. Et tout le monde, Namoulongo, comme le dit M. Molière, il n'y a pas eu de drame, donc d'écart de comportement. Voilà, c'est ça un leader. Un leader, c'est un homme d'État. Un leader ne gère pas l'État avec les émotions de ceux qui sont dans la rue. En ce moment-là, il y a la confusion. C'est pourquoi nous exhortons les amis de l'autre côté de la barre qu'ils comprennent qu'il est grand temps d'apprendre vous les attaquez en même temps dans un mariage. À être homme d'État. Vous les attaquez en même temps que vous êtes dans le mariage. Je m'en fous. Votre femme dans la maison, si elle ne se comporte pas suffisamment, une brouille peut commencer dans la chambre. Finalement, quand vous allez la taper, elle va commencer à fuir. Les gens vont entendre et vont apprendre qu'il y avait des problèmes. Merci, professeur Banzama Lalé. Je rappelle que vous êtes député provincial. Merci beaucoup pour la rencontre. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir. Comme dans la messe, l'essentiel a donc été suivi. Merci au professeur Banzama Lalé. Je rappelle qu'il est député provincial. Il était avec nous pour répondre à toutes les questions que vous posez énormément aux députés provinciaux. Je pense qu'il a réellement éclairé l'opinion à ces sujets. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je dis merci à Pichakola qui a assuré la prise des vues et la réalisation de l'émission. Merci à M. Freddy Trofoachi pour la programmation et la direction générale de M. Olivier Toutaoumba. Ça se dit revient très prochainement avec le même et réel plaisir.